Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'apiculture en Turquie. La Turquie est un pays majeur dans le paysage apicole mondial puisqu'elle est la deuxième nation productrice de miel au monde. C'est un pays qui se caractérise par un climat assez varié du fait d'une part qu'il est entouré de 3 mers différentes et qu'il est également constitué d'une grande diversité de reliefs, puisque plus on va vers l'est, plus ça monte, et la partie est du pays culmine vraiment à des altitudes assez élevées, puisqu'on est globalement au-delà des 2000 mètres. La Turquie est donc divisée en plusieurs sous-régions en fonction du climat, et une spécificité de la Turquie, c'est la richesse de sa flore, puisqu'elle possède une biodiversité tout simplement incroyable. En fait, c'est simple, l'Europe tout entière cumule 2750 espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces locales que l'on ne trouve pas ailleurs, et il y en a 3000 en Turquie. Il y a certaines régions, comme celle d'Antalya, au sud du pays, où il y a plus d'espèces endémiques que dans tout un pays, comme par exemple l'Espagne. Et là, ici, c'est un graphique qui illustre cette richesse floristique, puisqu'on a, dans la région d'Istanbul, sur 5110 km², 2500 espèces endémiques, à comparer avec les 1850 que l'on trouve sur tout le territoire anglais, et les 1600 que l'on peut trouver en Hollande. La production de miel en Turquie a lieu essentiellement sur la côte méditerranéenne et la côte égéenne. Et on la retrouve aussi à l'est de façon plus marginale dans les massifs montagneux de l'Anatolie orientale. Les miels sont donc très variés en fonction de la localité et on aura l'occasion de le voir par la suite dans la vidéo. Pour ce qui est du rendement par ruche, eh bien, il est en moyenne de 12,5 kg avec des productions maximales pour la région de Sivas au centre du pays et Adana au sud. La Turquie est confrontée à un problème de miel frelaté, de fake miel, tout simplement. Et donc 14 des 15 échantillons de miel turc qui ont été importés en Europe et qui ont été analysés par une étude se sont révélés frauduleux. Alors, il ne faut pas rentrer dans les clichés, c'est pas parce que c'est la Turquie ou la Chine que c'est des miels frelatés. Dans la même étude, il y avait également des échantillons du Royaume-Uni qui étaient tout aussi foireux que ceux de Turquie. Donc voilà, faut pas rentrer dans les préjugés. Et pour lutter contre ça, donc, le gouvernement turc a mis en place un système d'IGP avec plusieurs régions qui possèdent donc leur propre IGP pour mettre en valeur le miel local. Pour commencer, donc, dans la région de Marmara, qui se situe au nord-ouest du pays et où se trouve Istanbul, il est produit plusieurs miels, et notamment du miel de tournesol, puisque c'est la région de Turquie où l'on produit le plus de tournesol. On y produit également du miel de palure. Le palure, c'est un arbuste épineux très très résistant à la sécheresse et qui est présent dans cette région et qui permet donc de produire du miel au même titre que le chêne, car c'est la seule région de Turquie où il y a une production assez notable de miellat de chêne. Un miel qui est vendu d'ailleurs relativement cher, puisque pour 850 grammes cela coûte 800 livres turques et ça revient en gros à 21 €, soit à peu près 25 € le kilo. En me baladant sur Street View, je suis allé donc à Istanbul, qui possède une flore très variée et notamment le néflier du Japon, comme l'on peut voir à gauche sur la photo, et le tilleul argenté. Étant donné que j'ai vu pas mal de tilleuls argentés et que la Turquie est un pays qui produit du miel de tilleul et que le tilleul présent en Turquie est le tilleul argenté, je me suis posé la question, est-ce que les Turcs, au même titre que les apiculteurs français, se demandent si le tilleul argenté est toxique pour les abeilles, puisqu'il y a cette rumeur qui court en France que l'on voit plein d'abeilles KO au pied des tilleuls argentés, et pourtant que soi-disant il serait toxique, blablabla. Et néanmoins, en ayant lu le livre d'Hubert Guérilla sur l'apiculture, celui-ci explique que, ben voilà, il n'a pas résolu la question, mais c'est un paradoxe parce qu'en fait, effectivement, on trouverait, semble-t-il, beaucoup d'abeilles KO au pied des tilleuls argentés, mais néanmoins, quand on prend une abeille
ou un bourdon qui est sous ses tilleuls et qu'on le nourrit, qu'on l'abreuve de nectar du même tilleul, il reprend connaissance. Donc bon, un peu bizarre, pas de réponse à la question pour l'instant. Enfin bref, toujours est-il que eux ne le trouvent pas toxique. Non, il n'y a pas eu mention de cette rumeur-là en Turquie. J'ai demandé en fait sur un forum d'apiculture turc, voilà, où il y a à peu près 25 000 membres. Bon, je dis pas que 25 000 apiculteurs turcs ont vu mon post, mais toujours est-il que j'ai pas eu de réponse qui allait en faveur de l'hypothèse française. Ensuite, dans la région de l'Anatolie centrale, la végétation est plus caractéristique. On y voit essentiellement des paysages qui paraissent globalement secs, avec de la végétation qui suit un ruisseau qui traverse la vallée en son milieu, comme ici, et donc on y voit souvent des peupliers et également une espèce d'Eleagnus qui est très présente partout sur le territoire turc, qui est le Eleagnus angustifolia, que l'on appelle aussi olivier de Bohême. Donc je me suis dit peut-être qu'il est mellifère, et non, il est très peu coté par les apiculteurs turcs qui disent que c'est vraiment une plante mellifère de faible qualité, et il y a que dans la mesure où il est présent en très grande quantité que les abeilles le butinent, mais sinon elles vont carrément ailleurs, quoi. Ensuite, dans la région de la mer Noire au nord, le climat est très variable puisque plus on va vers l'est et plus il devient subtropical. Donc quand on est à l'ouest, à Sinop, le paysage est très boisé et on y récolte essentiellement du miel de châtaignier et de tilleul. Ensuite, on a Giresun, plus à l'est, qui est la région où l'on produit le plus de noisettes en Turquie, et la Turquie est le principal producteur de noisettes puisque 80% de la production mondiale de noisettes est produite en Turquie, dans la toute petite région de Giresun qui est jusqu'à Samsun, qui est un peu plus à l'ouest. Donc une toute petite région qui produit énormément de noisettes. Je suis allé voir si des apiculteurs de Giresun se réjouissaient de la présence du noisetier, et apparemment pas trop, parce qu'il y a des traitements sur les noisetiers qui font que c'est pas une région super pour l'apiculture, et puis bon, il y a des noisetiers, mais il y a un peu que ça, donc c'est pas une région hyper productive pour l'apiculture. Et ensuite, il y a la région de Rize, où l'on produit notamment du thé et où le climat est subtropical. Et là, on y produit entre autres du miel de tilleul, du miel de châtaignier et également du miel de rhododendron, qui est connu pour être un miel qui soi-disant rendrait fou, mais qui vaut également très cher et qui fait la joie de certains apiculteurs qui en produisent et en vendent à prix fort. Ça, c'est des petites ruches que j'ai vues à Rize. Voilà, petite ruche locale. En me baladant à Rize sur Street View, j'ai également vu un brugmansia. Le brugmansia, c'est une plante des pays tropicaux qui fait partie de la famille du datura et qui a la particularité d'être tout simplement une datura arbustive qui produit des fleurs énormes. Et ça m'avait marqué parce que quand j'étais plus jeune, j'étais parti en Tanzanie et là-bas j'en avais vu un brugmansia en fleurs. Les fleurs sont énormes et dedans il y avait peut-être 10 ou 15 abeilles par fleur. C'était vraiment un truc de fou. Ensuite, lorsque l'on va dans la région de l'Anatolie orientale, qui est donc la deuxième région productrice de miel après la côte méditerranéenne, on tombe sur des miels très particuliers, et notamment le miel du plateau d'Anzer, qui se situe ici, juste au sud de Rize en fait, mais dans les montagnes, donc avec un climat très différent, très chaud en hiver, très froid en été, à des températures qui peuvent aller jusqu'à moins 10, moins 15 en hiver. La moyenne des températures en hiver est tout simplement négative. Il gèle tout l'hiver. Et donc la flore y est très spécifique, avec une flore, c'est du miel d'été qu'on y récolte. Et donc voilà, ça ressemble à ça. Et la flore y est très spécifique et le miel très particulier. On y récolte le miel le plus cher du monde, puisque le miel d'Anzer coûte ici pour 500 grammes 2000 livres turques, ce qui correspond à 53 €. Donc ça fait 105 € en moyenne le kilo de miel. J'espère qu'il est bon. Ensuite, un peu plus à l'est, on a encore un miel très spécifique qui est celui de la vallée d'Attila. Miel d'Attila qui est donc vendu déjà beaucoup moins cher, mais qui est tout de même vendu 1200 livres le turc le kilo, ce qui correspond, me semble-t-il, à 25 €.
En descendant toujours un peu plus au sud, il y a la ville d'Erzurum, avec une végétation classique du plateau de l'Anatolie orientale, donc c'est très sec, quasiment stépique. Et puis dans le creux des vallées, l'on observe toujours un peu de végétation avec des peupliers toujours là. Et puis lorsqu'il y a des pluies ou par endroits sur certaines localités plus pluvieuses, on observe une végétation arbustive assez basse et également lorsque l'on zoome un peu sur le bas-côté des routes, on peut voir comme ici qu'il y a énormément de variétés de forbes. Là, sur la photo, il y en a, à vue d'œil, il y en a au moins 3 ou 4. Et en Turquie, on produit notamment du miel d'euphorbes. Voilà. Donc, les euphorbes ne sont pas des espèces de fleurs très mellifères, puisqu'elles sont des fleurs à ciel ouvert, où le nectar est potentiellement très lessivable. Et ça, ce ne sont pas les fleurs qui sont les fleurs favorites des abeilles. Donc je présume que c'est un miel qui n'est jamais produit en très grosse quantité et qui est produit parce que les abeilles ne trouvent pas beaucoup mieux. Donc voilà la végétation des plateaux de l'Anatolie orientale. C'est une végétation basse de plantes herbacées annuelles ou bisannuelles. Donc comme on peut voir dans le plateau d'Anzer, c'est une végétation qui est rase. Et puis lorsque vient l'été, c'est tout simplement un boom floral, comme ici sur cette photo, on a des molènes qui fleurissent. Il y a également, lorsqu'il y a des buissons, il y a des rosiers sauvages. Et on trouve également énormément de plantes grasses, comme ici, qui sont très résistantes à la sécheresse. On trouve également beaucoup d'espèces de sauge. Et par exemple ici, j'ai vu une vidéo avec des muscaries. Tout ça pour dire que la flore des plateaux est très variée et permet donc d'obtenir des miels très spécifiques. Ensuite, dans la région de l'Anatolie du Sud-Est, il n'y a pas de miel particulier. La végétation est aussi le climat est aride quoi, donc il n'y a pas grand chose. En revanche, on y produit du miel de ruche naturelle entre guillemets, c'est le miel de Pervari, qui est du miel qui est produit dans des ruches ou bien en tronc ou dans des ruches faites d'osier tressé et enduites d'argile. Voilà, c'est la spécificité de l'Anatolie du Sud-Est. On y récolte également du miel de coton, puisque en Turquie on produit du coton, et le coton, avant de produire le coton, il fait une fleur qui permet donc aux abeilles de récolter du nectar, et le miel de coton, semble-t-il, cristallise très rapidement. Ensuite, dans la région méditerranéenne, il y a également énormément de cyprès, de pins, une végétation de garrigue, ou plutôt, une végétation de garrigue, puisque le sol est calcaire. Donc des lavandes, des cystes, etc., tout ce qui s'ensuit. Et c'est une région où l'on produit énormément d'agrumes, et donc on y produit également du miel d'agrumes. On y produit aussi du miel de caroubier, et également du miel de bois de santal. Donc j'ai pas pu voir quelle était l'espèce précisément. J'ai pas pu en savoir plus sur ça. Et enfin, lorsque l'on va dans la région égéenne, on produit le miel de pin. Donc il y a deux espèces de pin. Le pin noir, qui est un pin qui est présent dans toute l'ère méditerranéenne, et puis le pin de Calabre, qui est un pin endémique à la Turquie, et qui ressemble à ceci. Donc, pour ceux qui ne sont pas apiculteurs et qui regarderaient la vidéo, le miel de pin est en fait issu d'un insecte qui est une cochenille. La cochenille, c'est un insecte parasite des pins qui ressemble à ça, qui fait des colonies et qui tout simplement suce la sève des pins. Et ensuite, étant donné que c'est un insecte qui se déplace très peu, pour faire simple, il fait caca sur lui-même. Et ou bien les fourmis en profitent, dans le cadre d'une relation mutualiste, comme avec les pucerons. Soit on a l'échange puceron-fourmi, soit l'échange cochenille-fourmi. Et puis les abeilles en profitent également, donc en gros, tout simplement, elles viennent récolter leur caca, et puis elles en font du miel de pin, et donc la Turquie est le premier exportateur mondial de miel de pin, et le miel de pin constitue 60% de la production de miel turque. Petite spécificité également de la mer Égéenne, de la région de la mer Égéenne, c'est la production de miel de gâtillier. Gâtillier qui est une espèce méditerranéenne qui fleurit bleu et que vous pouvez retrouver sur le site de ma pépinière. Et donc ils produisent du miel de gâtillier.
On retrouve également en Turquie du miel d'acacia, qui n'est jamais la production principale, mais il y a des acacias un peu partout dans le pays disséminés, et donc il est également possible d'y trouver du miel d'acacia. On y trouve également, bien entendu, du miel toute fleur, du miel de thym et du miel d'origan, mais il ne s'agit pas de la même espèce d'origan que la nôtre, c'est l'origan grec, qui est une espèce spécifique. Petit bonus pour la fin, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Alors, si vous me suivez déjà, vous avez peut-être remarqué que j'avais fait une vidéo qui parlait du sumac, ou plutôt des sumacs, qui sont pour moi des espèces très intéressantes, des espèces d'avenir pour l'apiculture, car ce sont des espèces qui sont toutes très résistantes à la sécheresse, donc très adaptées au réchauffement climatique à venir, et déjà en cours. Des espèces qui ont un potentiel colonisateur très important, et qui sont donc très intéressantes pour, par exemple, meubler tout ce qui est terre laissée à l'abandon. Donc, par exemple, les remblais, les bords d'autoroute, entre guillemets, tout ce qui est friche. Par exemple, les friches viticoles déjà actuelles et qui vont être de plus en plus nombreuses, puisque va y avoir une déprise viticole, c'est évident, et que les parcelles viticoles sont des parcelles où globalement, en général, il n'y a pas d'irrigation en place et ce sont des terres un peu pourraves. Et en plus, si ça se trouve, on n'a même pas pris la peine d'enlever les piquets et les barbelés, enfin les barbelés, pardon, les fils de clôture, etc. Donc on peut rien en faire. Donc plein d'endroits où on pourrait potentiellement planter des sumacs. Et donc, il y a un sumac qui est encore plus intéressant que les autres, c'est le sumac de Chine. Le sumac de Chine qui est encore très rare en France, mais qui est très intéressant parce que lui, contrairement aux autres sumacs qui fleurissent au printemps, en mai, voire en juin, lui, il fleurit en septembre. Il produit du nectar, du pollen, selon que le plant est mâle ou femelle, et il produit aussi de la propolis. C'est un arbre qui, selon Yves Daricot, est très utilisé déjà en apiculture en Chine. Mais malheureusement, l'apiculture chinoise, je ne peux pas faire de recherche dessus parce que les Chinois, ils sont pas trop copains avec Google. Donc, je ne peux pas me balader sur Street View ni faire vraiment de recherche. Donc, pour l'instant, j'ai pas pu en savoir plus. Mais, euh, mais je suis quand même tombé en Turquie sur un pépiniériste qui est spécialiste des plantes mellifères. En gros, c'est mon alter ego turc, quoi. Et il est hyper fan du sumac de Chine. Il en vend, il en produit, il en vend. Et il a fait des vidéos où on peut voir le sumac de Chine. Il le montre en fait. Et vous allez voir, c'est un truc de gros malade mental. Donc ça, c'est un sumac de Chine. Un plant mâle, je présume, vu la morphologie des fleurs. Et regardez ça. Chez lui, il fleurit fin août. C'est abusé, non? Je suis sûr et certain que cette espèce est parmi le top 3 des espèces les plus intéressantes pour l'apiculture. C'est obligé. Si on avait des plantations massives de sumac de Chine, quand on voit la fourniture en pollen que ça peut faire, à mon avis, c'est un peu évident qu'on aurait des taux de survie des abeilles pendant l'hiver et au printemps qui seraient bien supérieurs. Parce que bon, parce que les abeilles d'hiver sont produites en fin d'été, début d'automne, et donc, en fonction de leur nutrition, dépendra de leur espérance de vie, et si on a des abeilles d'hiver qui vivent longtemps, eh ben on a une ruche qui survit. Donc voilà, sumac de Chine, grosse dinguerie. Et je l'ai contacté, je vais voir, je vais essayer de lui en acheter. Mais pour l'instant, j'ai déjà commandé 1 kilo de graines de sumac de Chine sur un site chinois. Mais peut-être que je me suis fait enfler, je sais pas. Site chinois, donc voilà. Mais si je me suis fait enfler, je lui en achèterai à lui. Il a des connaissances à Paris notamment. Donc si ça vous intéresse, au pire, on organise un truc à plusieurs pour lui faire amener des sumacs. Voilà, je sais pas comment ça se passe avec la douane. Toujours est-il que si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Et si ça vous intéresse l'apiculture, vous pouvez rejoindre mon groupe WhatsApp Plantation Mellifère où on est plusieurs. On est
tous ceux qui sont motivés peuvent venir et on inventorie en gros la flore mellifère en France. Donc si vous voyez vos abeilles butiner des fleurs, et ben, vous avez qu'à les prendre en photo, vous les mettez sur le groupe. Et s'il y a des pollens que vous connaissez pas, ben, pareil, vous pouvez prendre vos abeilles en photo et je les identifie. Et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et à plus.